Tribune des Ébadiens, une émission au service de la valorisation du patrimoine documentaire. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ce tout nouveau numéro de la Tribune des Ébadiens, une émission des Ébadiens au service de la valorisation du patrimoine documentaire. C'est avec plaisir que nous recevons le professeur Ahmed Ndiaye, qui revêt à la fois une casquette d'archiviste et d'historien. Il a été en classe préparatoire au lycée Camille Guérin à Poitiers, ensuite titulaire d'un doctorat 3e cycle en histoire en 1982. Auditeur à l'école des Chartres pour préparer sa thèse, il a eu comme professeur Bruno Delmas, entre autres Robert Harry Bautier. En 1983, il intègre l'EBAD. En 2004, il a soutenu sa thèse de doctorat d'État sur la santé au Sénégal. Ensuite, il a eu à gérer le laboratoire LARSIC jusqu'en 2019 ici à l'EBAD. Tribune des Ébadiens. Merci d'avoir accepté notre invitation, professeur Ahmed Ndiaye. Tout le plaisir pour moi. On va parler aujourd'hui archives de la santé, santé des archives, la situation au Sénégal. Et pour commencer, on va vous demander, qu'entend-on par archives de la santé et comment naissent-elles? Les archives de la santé, bien entendu, eu égard à la définition des archives que vous connaissez tous. Si on prend la loi de juin 2006, 30 juin, les archives donc, de la santé, ce sont les archives qui sont produites par les structures médicales et hospitalières et leurs différents acteurs dans le cadre de leurs activités. Si je prends le cas d'un hôpital par exemple, on va retrouver dans ces archives, dans ces documents, tous les documents qui participent à la gestion de l'administration hospitalière, mais aussi les documents créés dans les différentes cliniques de l'hôpital, dans les services de l'hôpital, et bien entendu, il y a tout ce qui concerne les patients, c'est-à-dire les malades. D'accord. Et maintenant, avec votre double casquette d'historien et d'archiviste, êtes-vous satisfait de la situation actuelle des archives hospitalières au Sénégal? Bon, ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que les archives hospitalières ne constituent pas un ersatz, c'est-à-dire ne constituent pas un phénomène isolé. Elles font partie d'un vaste ensemble, les archives publiques, si on convoque la loi du 30 juin 2006, qui définit les archives publiques. Et comme tous les archivistes et amis des archives, je ne saurais être satisfait de la situation actuelle des archives à l'échelon national. Les archivistes font du travail de Sisyphe avec un éternel recommencement de ce qu'ils font en matière d'organisation dans les structures hospitalières, bien entendu, puisque nous parlons d'archives hospitalières. La situation est la même. Il existe des archives. Les utilisateurs, c'est-à-dire ceux qui produisent les documents, en ont besoin. Mais l'organisation de cette ressource laisse à désirer. On a mis trop de temps pour organiser les archives dans les hôpitaux, ici au Sénégal, avec l'implication de professionnels, bien entendu. Il y a quelque temps, dans un passé récent, à ma connaissance, seul l'hôpital Abbas Ndao, ici à côté de l'université, disposait d'un archiviste professionnel. Bon, par la suite, bien entendu, il y a eu l'hôpital de Fann avec Albert Loyer qui a recruté son archiviste. Et si je prends la situation actuelle, il y a une petite évolution puisque aujourd'hui on trouve des professionnels dans des hôpitaux comme le Dantec et même dans le dernier né, à l'hôpital de Diamniadio, on trouve aussi un archiviste. Il faudra maintenant que ces professionnels qui sont en place pensent à mettre en œuvre de véritables politiques d'organisation avec des objectifs précis, avec des stratégies bien, comment dirais-je, réfléchies, et surtout, il faut que ces professionnels disposent de moyens. Et ça, ça me semble important. Les moyens, c'est, comment dirais-je, le nerf de la guerre.
Absolument. Voilà. Qu'est-ce qui, selon vous, mérite d'être fait par l'État et les professionnels de l'information documentaire pour changer la donne? L'État, bien entendu, comme partout ailleurs, comme dans beaucoup de domaines, a ici une mission régalienne pour la protection du patrimoine que représentent les archives. C'est l'État qui définit le cadre institutionnel, c'est l'État qui donne les moyens tant matériels qu'humains. Les professionnels de l'information documentaire, de leur côté, doivent se charger de la définition de la politique à mettre en œuvre, avec, comme je l'ai dit récemment, définition des objectifs à atteindre, définition de la stratégie à mettre en œuvre, étude des moyens à déployer, élaboration des outils de procédure et de gestion et mise en œuvre et suivi de la politique. Et tout cela, bien entendu, doit être fait en coordination avec la direction des archives nationales du Sénégal, puisque si on regarde les textes législatifs et réglementaires, la loi de 2006 et son décret d'application, et même si je prends l'ancienne loi, celle du 2 février 1981 et son décret d'application du 15 juillet 1981, ces deux lois disaient que la direction des archives nationales du Sénégal est l'organisme compétent pour tout ce qui concerne l'organisation des archives. Donc c'est à la direction des archives du Sénégal de définir la politique nationale et maintenant de suivre son application à tous les niveaux de la chaîne. Je prends un exemple. On le dit dans les archives, le cœur de l'archivistique, de la pratique archivistique, sont les tris et les éliminations. Et les tris et les éliminations ne peuvent se faire que sur la base d'un calendrier de conservation. Donc, supposez qu'au niveau des hôpitaux, on réfléchit sur un calendrier de conservation, c'est à la Direction nationale des archives, normalement, de valider cet outil de gestion des archives avant sa mise en application. Donc ça, c'est un élément que je prends comme exemple. Bon, je ne dirais pas maintenant que rien n'a été fait au niveau de la direction des archives. Avec très peu de moyens, les gens ont eu à travailler. Il y a quelques années, il y a eu un service dit de normalisation, si je ne m'abuse, qui avait été mis en place. Et au niveau de ce service, on avait commencé à réfléchir sur l'élaboration d'outils. Je me rappelle, par exemple, la petite brochure que j'utilise souvent dans le cadre de mes cours, qui donnait des rudiments sur les normes de description des archives. Et il y a eu, je crois, d'autres travaux qui ont été faits. Bien entendu, il faut maintenant que l'État joue sa partition en mettant en place les moyens. C'est vrai, ces dernières années, on a constaté le recrutement d'un certain nombre d'archivistes, même si il y a encore du chemin à faire au niveau du recrutement. Mais surtout, il y a cette vieille revendication des archivistes autour de la maison des archives qui doit être satisfaite. Bon, même ça commence à être dépassé, puisque nous avons tenu dans le cadre de l'Histoire générale du Sénégal un séminaire il y a quelque temps, il y a 1 ou 2 mois, je crois, et le professeur Salim Mbaye, qui était le pilote de ce projet de maison des archives qui a commencé sous le président Senghor. Ça c'est une vieille histoire. Il ne parle plus dans son discours de maison des archives, mais il parle maintenant de la réalisation d'un palais de la mémoire. Palais avec un P majuscule, mémoire avec un M majuscule. Palais de la mémoire dans lequel on conserverait l'ensemble du patrimoine documentaire sénégalais, c'est-à-dire les archives et la partie bibliothèque, bien entendu. Donc ça, c'est à l'État de, faire cet aspect pour permettre aux professionnels de l'information documentaire de mener à bien leur politique. Maintenant, il y a un aspect sur lequel j'insiste particulièrement. Il faut que les professionnels de l'information documentaire aient une claire conscience de leur mission. Si on vous recrute quelque part comme archiviste, servez comme archiviste. Il y a des tentations.
Parce qu'il y a dans beaucoup de structures, des gens qui sont recrutés comme archivistes et qui finissent dans d'autres postes de travail, peut-être qui au plan financier sont beaucoup plus intéressants, mais qui ne sont pas du tout, comment dirais-je, intéressants pour le développement de la profession. On est archiviste, on doit travailler comme archiviste, en se spécialisant d'ailleurs. Parce que aujourd'hui, si vous regardez autour de vous, dans tous les domaines, bon, vous me parlez de santé, allez dans les hôpitaux aujourd'hui, il n'existe plus de médecins généralistes. Il n'y a que des spécialistes. Donc au niveau de la pratique archivistique, il faut que les gens se spécialisent. Archivistes hospitaliers, archivistes d'entreprise, archivistes, comment dirais-je, devant travailler dans la grande industrie, etc., etc. C'est comme ça que les gens pourront développer la profession. Et ça me semble important. Si je prends les grands pays archivistiques, États-Unis, Europe, etc., c'est comme ça que les gens se font. Même au niveau du Conseil international des archives, si vous regardez la structuration du CIA, il y a des comités spécialisés. Archives d'entreprise, archives audiovisuelles, etc., etc. Donc il faut ici, en Afrique, puisque nous sommes au Sénégal, que les gens aussi pensent à ça, à se spécialiser. On ne peut pas plus, on n'a pas un bouton d'ubiquité pour, comment dirais-je, être présent un peu partout. Il faut qu'on se spécialise sur une tâche. Ça c'est important. Par exemple, je suis archiviste à la direction des archives Sénégal. Bon, je peux me spécialiser, par exemple, dans l'aspect instrument de recherche. Je peux me spécialiser dans l'aspect, comment dirais-je, traitement, classement, etc. Je peux me spécialiser dans l'aspect historique, c'est-à-dire travailler sur des monographies, etc. C'est comme ça que les gens peuvent aller, dans le cadre d'une synergie, vers des résultats. Bon. Quelle retombée pourrait avoir la mise en place d'une politique de gestion des archives sanitaires au Sénégal? Une meilleure administration, une meilleure gestion des établissements publics de santé passe par une bonne organisation des archives. Les archives, c'est la base de tout. Certainement. L'hôpital, c'est du matériel. L'hôpital, ce sont des bâtiments. L'hôpital, ce sont des ressources humaines. L'hôpital, c'est un budget et des finances. Et l'hôpital, ce sont des malades. Et plus l'information est organisée, plus l'information repérant les archives est structurée, mieux l'hôpital travaillera pour atteindre ses objectifs. Et ça, c'est important parce que dans tous ces aspects que je viens de citer, matériel, ressources humaines, voilà, etc., il y a une production de documents, une production d'ailleurs qui pose problème aux archives et aux archivistes. Je prends les dossiers patients. Si vous regardez dans les dossiers patients, vous trouvez certes du papier, mais vous pouvez trouver d'autres supports. Les supports numériques, avec tout ce qui concerne maintenant l'IRM, etc. Vous avez des clichés de radio, vous avez des graphes en rapport avec les études de labo, etc. etc. Donc on a des dossiers de plus en plus complexes. Et ces dossiers donc doivent être, bien gérés pour permettre aux différents acteurs de l'hôpital de remplir leur mission. Donc ça c'est important. Bonne gestion des archives égale bon fonctionnement de l'hôpital. Maintenant, du côté de la recherche aussi peut tirer profit d'une bonne conservation des archives hospitalières. Et la crise sanitaire que nous vivons en ce moment, le Covid, est un très bel exemple pour illustrer mon propos. L'occasion a été saisie, vous avez suivi les médias depuis le début, pour retracer l'histoire des épidémies en Afrique à partir des archives. Moi qui vous parle, j'ai, pratiquement épluché tout ce qui est archives conservées dans la série H, 1H et 2H pour retracer l'histoire des épidémies. Et ça, c'est important. Si on ne comprend pas l'histoire des maladies, on ne pourra jamais comprendre ce qui s'est passé. Parce que si je prends cette crise sanitaire, au début, les gens l'ont interprétée comme une sorte de grippe. Et moi, en tant qu'historien archiviste, ayant travaillé pendant des années sur cette problématique, j'ai fait un rapprochement avec la grippe espagnole, qui a sévi ici au Sénégal comme ailleurs dans le monde en 1918.
D'ailleurs, j'avais fait un petit papier que j'avais intitulé La grippe chinoise. Malheureusement, ce papier que j'avais adressé à un journal de la place n'a pas encore été publié à ce jour. Les archives aussi, l'exploitation des archives nous a permis de comprendre les comportements des populations. Les populations ont été toujours hostiles aux services de santé et à ces, acteurs et à ces démembrements face, aux épidémies. On a pu aussi voir la médication avec la médecine traditionnelle, comment les gens se soignaient. Et ça, on peut le voir au niveau du service d'archives. Et bien entendu, il y a l'aspect prévention, comment les gens se faisaient pour prévenir la maladie avec la mise en quarantaine, avec les développements des vaccins, etc. Donc tout cela peut être étudié à partir des archives. Et d'ailleurs, à partir des archives, on peut suivre l'évolution de la médecine. On est parti de la médecine curative. La médecine curative, c'est la médecine donc qui consistait à traiter les gens quand ils étaient malades, dans les structures hospitalières. Voilà. Ensuite, on a évalué cette médecine curative, si on part des archives, à montrer ses limites, et les archives nous montrent qu'on est passé à la médecine préventive. Avec l'introduction des vaccins, de la vaccination. Et aujourd'hui, de plus en plus, quand on regarde les documents, les gens font ce qu'ils appellent la médecine prédictive. C'est-à-dire qu'on essaie d'anticiper à partir de ce qu'on a connu au niveau des malades, de leur environnement, on essaie donc de prévoir. Ça se voit, par exemple, dans la prise en charge de certaines pathologies comme le cancer. Il y a une actrice américaine que les cinéphiles connaissent, du nom d'Angelina Jolie, qui est un bel exemple. Parce qu'elle, dont la maman a souffert de cancer à la fois des ovaires et des seins, elle s'est fait enlever, Angelina Jolie, elle s'est fait enlever à la fois et les ovaires dans un premier temps, ensuite elle s'est fait enlever les deux seins. Elle a fait, une vasectomie. Elle a fait enlever, ses seins. Il y a d'autres hommes de plus en plus qui se font enlever la prostate. Parce que dans l'entourage familial, il y a eu beaucoup de décédés de cancer de la prostate. Et tout cela, donc, on le fait à partir de la médecine prédictive. On part des dossiers des malades, on procède à des labos, etc., pour, faire face. Et ça, je répète, l'exploitation des documents que l'on a dans les hôpitaux, que l'on a dans les cabinets médicaux, peuvent nous permettre donc de suivre l'évolution des différentes étapes de la médecine d'une façon générale. Bon, je prends un dernier exemple. Si on prend un registre, par exemple, d'entrée dans les hôpitaux, les registres d'entrée, ce sont les registres dans lesquels on documente toutes les étapes de la prise en charge du malade. À partir donc de ces registres d'entrée, on peut bien comprendre les faits de natalité, parce qu'il y a la maternité au niveau de l'hôpital. On peut étudier l'évolution de la courbe de mortalité, parce que sur les registres, on a la mention de tout ce qui est décès, et bienvenue, on a une taxonomie, c'est-à-dire une présentation, un classement des différentes maladies dont souffrent les patients qui viennent à l'hôpital. Et j'aurais pu continuer avec les dossiers de laboratoire, etc., etc. Encore maintenant, faudrait-il que ces informations, que ces dossiers soient bien organisés, soient bien structurés, et ça, c'est le rôle des archivistes. Des archivistes, d'accord. Existe-t-il une législation pour la gestion et la conservation des archives de la santé? Bon, quand on parle bien entendu législation, il ne faut pas aller chercher très loin. Oui. J'ai parlé de la direction des archives il y a quelques minutes. Il y a un cadre général, c'est l'État qui le définit. Donc au Sénégal, vous avez une loi d'archives. Et donc cette loi d'archives, elle concerne toutes les archives, dont les archives hospitalières. D'accord, la loi, elle englobe... Elle englobe tout, parce que en définissant les archives publiques, on dit que les archives publiques comprennent aussi les documents qui sont produits par les établissements publics, dont les hôpitaux. D'accord. Parce que les hôpitaux sont des services publics comme l'université, etc., etc. Donc ça, c'est la loi d'archives de 2006 qui le définit. Parce que si vous allez par exemple au niveau de la communication des documents, on pointe les archives médicales
les dossiers de malades, les dossiers médicaux. La loi insiste sur la façon dont il faut, sur la procédure à mettre en œuvre pour mettre cette information à la disposition des patients. Donc ça existe, bien entendu. Maintenant, au niveau des structures hospitalières elles-mêmes, l'administration hospitalière peut sortir un règlement qui permet de bien organiser les documents eux-mêmes et leur accessibilité. Donc ça, c'est tout à fait possible. Si je prends l'exemple de l'ASPOXI, je crois, l'APEXI, un document que je donne souvent aux étudiants, c'est au niveau de la France. Bon, au niveau de l'APEXI, on a un recueil de l'ensemble des textes qui sont pris par les hôpitaux pour régir leur documentation. Donc, la loi, elle est là et elle, régit tout dans les archives hospitalières. Maintenant, il y a des aspects sur lesquels j'aimerais insister. La loi, par exemple, dit que les documents des malades, que les dossiers malades, ne peuvent être accessibles qu'au bout d'une période de 100 ans. 100 ans. Sinon même plus, je ne sais plus. Et que le dossier ne peut pas être remis directement au malade. Il faut qu'il soit accompagné par un médecin, que l'on évalue la situation, etc. Bon, aujourd'hui, ce qui se passe devant les caméras, devant les médias, peut nous faire penser à une violation de la loi. Puisque quand vous regardez les informations, on vous donne par exemple toutes les données personnelles en rapport avec le malade. Hein, quand vous écoutez à 10 heures, quand on donne la situation du jour, on dit qu'il y a tant de malades, nouveaux cas positifs, tant de guéris, tant de décédés, et on vous donne des indications. On vous dit donc que le décédé se trouve à tel endroit. Et souvent même, on donne des noms dans les journaux. Là, c'est une violation à la fois et de la loi et de la loi de 2008 sur la protection des données à caractère personnel. Violation entre guillemets. Mais il n'y a pas péril à la demeure. C'est une feinte violation. Parce que nous sommes dans une situation exceptionnelle. Et dans cette situation exceptionnelle, c'est pour permettre justement à l'administration, qui régule les problèmes de santé, de faire face dans un cadre de prévention. Et on a vu, par exemple, après les attentats de 2001 aux États-Unis, le président Bush, à l'époque, avait dit, bon, maintenant, tout ce qui concerne les informations concernant les Américains, comme les étrangers qui voyagent, peuvent être diffusées. Ils peuvent être communiqués, ces informations. Elles peuvent être communiquées pour permettre donc aux gens de prévoir. Et même au niveau des Nations Unies, on a voté des textes qui permettent, qui disent donc à tous les pays d'aller dans cette direction. C'est-à-dire de rendre accessibles toutes les informations données à caractère personnel dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Donc c'est le même phénomène que nous sommes en train de vivre. La loi d'Archie nous dit donc qu'il faut protéger la vie privée des malades, mais à situation exceptionnelle, pratique exceptionnelle. Aujourd'hui, tout ce que l'on entend au niveau donc, des médias concernant des malades du Covid, concernant des décès du Covid, sont acceptables. Sont acceptables, c'est dans le cadre de la prévention, de la lutte contre cette maladie. C'est à partir de ces informations qu'on arrive à pister tous les contacts, qu'on arrive à remonter à la source pour trouver donc les sources, des contaminations. Donc ça, c'est pas du tout contradictoire avec l'esprit de la loi. C'est la situation qui l'exige. D'accord. Nous arrivons presque au terme de notre émission. Quel est votre mot de la fin? Bon, écoutez, moi, d'abord, puisque nous parlons de santé, je souhaite au monde inquiet de retrouver la bonne santé. Parce que la bonne santé, c'est pas forcément la présence d'une maladie. Mais la santé se retrouve au niveau de l'individu d'une façon générale. Le bien-être, la paix, intérieure comme extérieure. C'est ça, comme analyse, qui fait la santé. Donc je souhaite vraiment que cette pandémie qui empêche le monde de tourner en ce moment soit éradiquée.
le plus rapidement possible, que la situation revienne à la normale dans tous les secteurs d'activité, dont notre secteur, l'université. Bien entendu, je n'aimerais pas être aujourd'hui à la place des étudiants, comme d'ailleurs des parents d'élèves qui investissent dans leurs enfants et qui ont le glaive d'une année blanche ou invalide qui plane au-dessus de leur tête. Hein, je n'aimerais pas être à leur place. Donc je prie vraiment pour qu'Allah nous aide à retrouver une situation normale. Et maintenant, puisque nous sommes dans un espace où on parle d'information documentaire, je souhaite que cette profession aille crescendo dans ce qu'elle est en train de faire dans le domaine de l'éducation et de la formation, dans le domaine de la pratique, au niveau des archives, au niveau des bibliothèques, au niveau des centres de documentation, en tirant le maximum de ce que nous offrent aujourd'hui les technologies. Ça me semble très très important. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur. Merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. C'est à la fois un plaisir et un honneur de pouvoir discuter et partager avec vous sur les archives au Sénégal. Merci beaucoup. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie surtout d'avoir eu la patience de m'écouter. Parce que c'est un honneur. je suis par moments très très bavard quand le sujet me passionne et il me semble que j'ai un peu empiété sur le temps que vous m'aviez imparti. Donc merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et j'espère que nous aurons l'occasion de nous retrouver prochainement pour parler d'autres choses. On nous laisse faire. Merci beaucoup, professeur. Tribune des Zébadiens. Amis de la Tribune des Zébadiens, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et surtout de commenter la vidéo. Ce fut un plaisir de présenter l'émission et j'espère vous retrouver bientôt pour un autre numéro de la Tribune des Zébadiens. Merci.